Je vais observer de plus près la dynamique de ces lumières, à savoir comment elles se déplacent, si elles planent dans le ciel. Bill Burns tentera de dévoiler la nature du vaisseau boomerang. Beaucoup de personnes jurent que le vaisseau qui a survolé Phoenix à 20 h était un vaisseau extraterrestre. Les chasseurs d'ovnis ont également fait appel au réalisateur de documentaires James Fox, qui s'intéresse de près à ce mystère depuis 1997. J'enquête depuis un bon bout de temps. Un énorme engin a survolé l'Arizona et on ne sait toujours pas ce que c'était. Ces lumières dans le ciel de Phoenix n'ont rien d'une nouveauté. Il y a plus de 1000 ans, les Indiens Hohokam auraient déjà vu des ovnis et ils auraient gravé ces apparitions dans la roche. Depuis la nuit des temps, le ciel de Phoenix semble habitué aux événements étranges, semblables à celui rapporté le 13 mars 1997. Ce que j'ai vu venait d'un autre monde. Je me suis dit, j'ai assisté à un événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Ça s'est passé il y a plus de 11 ans. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Les témoins voudraient comprendre. Les chasseurs d'ovnis ont demandé à l'armée de l'air des explications sur les lumières qui ont plané au-dessus de Phoenix le 13 mars 1997. Ils ont reçu un courrier officiel dans lequel il est écrit que les lumières provenaient de fusées éclairantes larguées par des avions anti-chars. La Garde nationale aérienne du Maryland procédait à une mission d'entraînement au-dessus du massif de Barry M. Goldwater. Ces fusées de la Garde nationale du Maryland sont notre seule explication? C'est ce que disent les autorités. Mais les témoignages et les images recueillies suggèrent autre chose. Pour commencer, Pat rencontre Richard Ruelas, journaliste pour le quotidien Arizona Republic. Ruelas couvre ce phénomène depuis les premiers jours. D'habitude, les ovnis apparaissent dans de petites régions rurales. Mais là, ça s'est produit au-dessus d'une grosse ville. Il y a eu beaucoup de témoins. On ne peut pas en faire abstraction. On parle de 2 événements. On a tort de dire qu'il s'est passé 2 événements distincts. Vers 20 h, des témoins ont vu une formation en V. Puis vers 22 h, des sphères flottaient au-dessus de Phoenix West. Mais ce n'est pas ce que rapporte la majorité des témoins. Les gens ont surtout vu ce grand V au-dessus de leur tête. La conseillère municipale, Frances Emma Barwood, est l'un des personnages phares des Lumières de Phoenix. Le 6 mai 1997, elle diligente une enquête officielle sur les incidents du 13 mars, pour garantir la sécurité publique. La simple idée qu'elle dépense l'argent de l'État ou du gouvernement pour une enquête sur les ovnis lui a valu des moqueries. Pourquoi des gens se seraient-ils mouillés jusqu'au cou dans cette affaire s'il ne s'était absolument rien passé cette nuit-là? Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de bruit pour rien. Il s'est passé quelque chose. Frances a juste dit que pour garantir la sécurité de la population, il fallait savoir ce qui planait au-dessus de Phoenix. Elle n'a jamais parlé d'OVNI. Elle n'a jamais prononcé les mots E.T., soucoupe volante, vaisseau spatial. Jamais. Je n'ai pas compris pourquoi personne ne voulait connaître la vérité. L'Arizona Republic publiait des caricatures de moi avec des soucoupes volantes qui me rentraient par une oreille et sortaient par l'autre, ou avec un interrupteur sur le front. Peut-être qu'ils voulaient seulement me faire taire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je recevais des coups de fil de 7 h du matin jusqu'à 23 h. L'été, pendant mes vacances, j'ai rappelé tous ceux qui m'avaient contacté. Ça faisait plus de 700 personnes. Vous avez mené votre propre enquête suite à ça? J'ai rapporté tous ces appels au gouverneur de l'époque, M. Symington.
Très vite, le gouverneur de l'Arizona, Fife Symington, doit fournir une explication. Il organise une conférence de presse le matin du 19 juin 1997 et jure qu'il va suivre l'affaire de près. On va enquêter pour savoir si c'était des ovnis. Plus tard, ce même après-midi, il organise une nouvelle conférence de presse à la dernière minute. J'invite l'officier Stein et ses pairs à faire entrer l'accusé afin que nous procédions au jugement. Quand il a évoqué les lumières de Phoenix, on a tous pensé, eh bien, il veut vraiment élucider cette affaire. Puis il a fait entrer son directeur de cabinet, qui était déguisé avec un costume d'extraterrestre. On a donc compris que tout ça n'était qu'une grosse blague. Vous savez, tout le monde n'a pas son sens de l'humour. Vous prenez vraiment les choses. Qu'est-ce que vous avez pensé ce jour-là? Avez-vous pensé que c'était un retour de bâton pour avoir osé en parler lors d'une réunion du conseil municipal? C'est ce que je me suis dit. Tellement de gens attendaient une réponse. Personne ne m'avait jamais envoyé sur les roses, que ce soit les électeurs ou quiconque de Phoenix, ou même en Arizona. Les critiques provenaient directement de membres du gouvernement. Cependant, de nouveaux éléments, comme d'étranges vidéos filmées des jours, des mois, voire des années avant cette observation collective, vont peut-être faire la lumière sur cette histoire. Le gouverneur, qui a d'abord pris l'affaire à la rigolade, retourne sa veste. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir? J'ai vu un énorme objet triangulaire. Cette nuit-là, plusieurs lumières sont apparues du côté des montagnes du sud. Le 13 mars 1997, les habitants de l'Arizona sont témoins de multiples manifestations visibles dans tout l'État. Ils voient voler un immense vaisseau en forme de boomerang, avec 5 lumières disposées en V, et surtout des sphères rouge-orangées planées au-dessus de Phoenix. Bill et James ont rendez-vous avec Mike Christon, témoin des lumières de Phoenix. Regardez! La vache! Le 13 mars 1997, Mike profite de la douceur de la nuit sur sa terrasse quand il aperçoit une vive lumière orange briller au loin. C'est quoi d'après toi? Je suis allé chercher ma caméra pour filmer. Et pendant que je filmais, une autre lumière est apparue à droite de cette chose, un peu plus bas. Elle s'est approchée. Et il y en a eu une autre. Et avant que je puisse me retourner, elle formait une ligne. Il y en avait 8 ou 9 qui formaient un arc. J'ai dû filmer pendant 2 minutes 30 et les lumières ont commencé à disparaître l'une après l'autre, mais pas dans l'ordre d'apparition. Dans un document officiel, l'armée de l'air déclare que ces lumières proviennent de fusées éclairantes. Ces fusées auraient été lancées par un avion anti-char dans le cadre d'un entraînement annuel baptisé Opération Snowbird. L'exercice se déroule au-dessus du site de bombardement de Barry M. Goldwater, derrière la Sierra Estrella. Ces 2 massifs sont visibles de chez Mike. Vous avez déjà vu ce genre de lumière? Non. J'ai déjà aperçu 1 ou 2 lumières au loin, mais c'est la première fois que j'en vois qui viennent d'aussi loin, à l'est. Elles étaient bien plus intenses que celles que j'ai déjà vues et elles se déplaçaient de manière inhabituelle. Ça ressemblait aux fusées habituelles? Non. Les fusées sont lancées dans des directions différentes et dérivent avec le vent. Elles ne forment pas de figure.
Non seulement les lumières que Mike a observées ne ressemblaient pas aux fusées qu'il a déjà vues, mais il a d'abord vu un globe orange qu'il n'a pas su identifier. Était-ce un autre type de fusée? C'est ce qu'il nous reste à découvrir. Que pensez-vous avoir filmé cette nuit-là? J'ai pensé à 3 choses. Premièrement, ça aurait pu être un canular. Mais je n'y crois pas, car c'était très bien fait. Ça aurait pu être un vaisseau extraterrestre, mais je n'en ai aucune preuve, à moins qu'il ne s'agisse d'un quelconque essai militaire. Je suis très étonné par la trajectoire des lumières décrite par les témoins. Ça mérite vraiment d'aller plus avant dans notre enquête. Ted va mener une expérience dans le port de Long Beach, en Californie, avec des fusées de détresse. Il veut vérifier si l'hypothèse militaire tient la route ou non. Lynn Kitay a elle aussi été témoin des lumières de Phoenix. Médecin et réalisatrice de documentaires, elle a préféré rester dans l'anonymat pendant les 7 années qui ont suivi l'incident. En 2004, au risque de porter atteinte à sa réputation, elle sort de l'ombre et confesse qu'elle a déjà vu ces lumières auparavant. J'ai déjà vu ces lumières, 2 ans avant que tout le monde ne les voie. Ça s'est passé tout près de chez moi.
TED, à Long Beach, en Californie. On va recréer un largage de fusées militaires. Les témoins nous diront alors si les lumières qu'ils ont vues planer au-dessus de Phoenix ressemblaient à celles qui auraient pu être lancées par l'armée. L'équipe va remplacer les fusées éclairantes militaires par des fusées de détresse standard. Les embarcations en difficulté se servent de ce genre de fusées pour signaler leur emplacement aux équipes de sauvetage. Elles peuvent s'élever à plus de 300 mètres. Tout comme les fusées éclairantes, un parachute se déploie lors de la descente. L'objectif de TED consiste à savoir comment les témoins perçoivent les caractéristiques de vol des fusées. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va lancer ces fusées et voir à quoi ça ressemble. On est prêt à tirer. On a 5 fusées. Assure-toi qu'ils observent bien leur trajectoire. C'est le plus important. On y va dans 10 secondes. Les fusées sont lancées dans les airs. Maintenant, il faut s'en remettre aux témoins. L'armée aurait-elle pu être impliquée pour une autre raison? Et si les lumières de Phoenix dissimulaient un grand programme classé secret défense, mis en place par le gouvernement? Et s'il s'agissait d'un aéronef clandestin, aussi silencieux que gigantesque? Les chasseurs d'ovnis sont à Long Beach, en Californie. Ils se livrent à une expérience en présence de Jaylene et Jason Brugman, témoins des Lumières de Phoenix, le 13 mars 1997. La garde aérienne nationale avance que les lumières de Phoenix sont en fait des fusées éclairantes lancées par des avions anti-chars. Afin de reproduire les caractéristiques de vol de ces lumières pour l'expérience, TED remplace les fusées militaires par des fusées de détresse. Elles sont plus faciles à contrôler et les témoins pourraient se tenir plus près des lumières qu'elles émettront. Tu as des instructions à transmettre aux témoins? Il faut s'assurer qu'ils observent différentes choses, comme la trajectoire des fusées pendant leur descente. Il faut qu'on sache si elles correspondent à ce qu'ils ont vu à Phoenix. Les gars, on est parés. Regardez bien le ciel dans 10 secondes. J'en ai une. Prêt? C'est parti, c'est la première. Je les appelle. Ted à Pat et Bill. Alors? Le 13 mars, j'avais remarqué que même si les lumières ne s'allumaient pas en même temps, elles restaient alignées. Les lumières qu'on a vues planaient et maintenaient leur altitude. Elles ne redescendaient pas. Elles restaient à la même hauteur. Donc ce que vous avez vu cette nuit-là n'avait rien à voir avec ce que vous avez vu ce soir. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on vient de voir. On sait qu'il y a eu beaucoup d'autres témoins et ce qu'ils ont décrit ne peut pas provenir de simples fusées. Le temps de flottement, le clignotement, leur déplacement ou leur vitesse ne correspondent pas à ceux d'une fusée quelle qu'elle soit. Je ne pense vraiment pas que les témoins aient aperçu des fusées en 1997. Suite à l'expérience, les témoins écartent l'hypothèse des fusées. Ted visionne à nouveau le film de cette fameuse nuit pour voir s'il peut déceler d'autres caractéristiques. Ted et Terence Mason, un expert en traitement de l'image, visionnent les films tournés le 13 mars par messieurs Christon et Blonder. Mike a tourné les images dans le nord de Phoenix et Steven dans le sud. Ils habitent environ à 25 km l'un de l'autre, de part et d'autre du bassin. À première vue, on dirait pourtant qu'ils ont filmé le même événement.
À l'œil nu, il semble que les lumières filmées survolent la ville avant de s'éteindre quelques minutes plus tard. Certains pensent que ce sont des fusées qui s'éteignent. La façon dont elles disparaissent est étrange. Ça ne se fait pas dans l'ordre. Si ça avait été des fusées lancées l'une après l'autre d'un avion, leur durée de vie étant approximativement la même, elles se seraient éteintes dans l'ordre. La trajectoire des lumières semble écarter l'hypothèse soutenue par l'armée de l'air. Mais peut-être que leur apparence lui donne raison. L'armée avance que ce sont des fusées éclairantes qui ont une teinte blanche. Que vois-tu sur ces images? L'explication militaire est recevable? Pourquoi pas? Il peut y avoir une différence entre ce que l'on voit à l'œil nu et le film à cause de la qualité vidéo. La plupart de ces lumières semblent blanches, mais peut-être que c'est à cause d'une surexposition. On n'a pas la preuve que ce sont des fusées, mais ça pourrait. Oui, c'est possible. Je me prononce pas, mais je ne vois pas comment des fusées pourraient rester en ligne si elles redescendent en parachute. Mais là encore, on se base sur les apparences. On a peu de données. J'ai pas le sentiment que ce sont des fusées, mais j'ai aucun élément pour le prouver. Pat et Bill retournent en Arizona à la recherche d'autres témoins de ce qui s'est passé le 13 mars 1997. Ils sont sur la piste d'un second objet qui aurait été vu cette même nuit. Les témoins auraient vu un vaisseau en forme de boomerang survolant l'État de l'Arizona entre 20h et 22h. Comme il n'y a ni photo ni vidéo de cet énorme appareil, les chasseurs d'ovnis ont fait appel à John Bavaresco, infographiste. Grâce aux divers témoignages récoltés, John va créer une image composite de l'objet qui a survolé l'Arizona cette nuit-là. À 20h13, le 13 mars 1997, Dana Valentine est assis sur le perron de la maison de son père quand il voit une constellation de 5 lumières en forme de V approcher. J'ai regardé pendant 10 minutes, mais les lumières n'étaient toujours pas au-dessus de moi. Intrigué, Dana va chercher son père pour qu'il voie ces lumières. On n'arrivait pas à dire si c'était 5 éléments ou un seul énorme. Mais ça s'est rapproché. Et là, on était quasiment sûr que c'était un seul objet, tellement c'était énorme. Est-ce que cet objet avait une forme particulière? Je suis sûr que c'était un gros objet. Vous diriez gros comment? De la lumière la plus à gauche à la lumière la plus à droite, je dirais 1500 mètres. John collecte tous les détails visuels et les enregistre dans son logiciel d'image de synthèse. Il montre le résultat à Dana. J'ai fait une animation comme s'il passait juste au-dessus de nous, pour que ça se rapproche de ce que vous avez vu. Les lumières sont là, la taille est bonne. C'est bien ce que j'ai vu. La description du vaisseau en forme de V de Dana concorde avec d'autres témoignages. 1500 mètres d'envergure, 5 grosses lumières et un vol complètement silencieux. Bill, James et John rencontrent un autre témoin, Terry Mansfield, qui dit avoir vu un vaisseau en forme de boomerang. Tout à coup, un de mes bénévoles a montré le ciel du doigt et a crié « Qu'est-ce que c'est ?» On a tous levé les yeux au ciel. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il n'y avait plus une seule étoile dans le ciel. C'était comme si elles étaient éclipsées par quelque chose de noir et luisant, qui planait au-dessus de ma tête. Terry semble avoir remarqué des détails que peu ont rapportés. Le vaisseau luisait dans la nuit noire. C'était si gros, je n'arrivais pas à voir le vaisseau en entier. Il s'étendait d'un point à l'autre de l'horizon. Je ne sais pas ce que c'était, mais d'où j'étais, je ne voyais pas les extrémités. Vous avez parlé de quelque chose de luisant à l'arrière du vaisseau tout à l'heure. Je décrirais ça comme des ondes sur de l'eau. C'était très fluide. J'avais l'impression que je pouvais le toucher. Le passé de Terry fait d'elle un témoin crédible en matière d'aéronef.
J'ai travaillé dans l'armée de l'air avec mon mari pendant 22 ans. Mon beau-père a été pilote pendant 26 ans. On côtoyait toutes sortes d'engins militaires, que ce soit des jets, des avions ou des hélicoptères. Je crois que ce que Terry a vu ressemblait à ça. Dites-moi si c'est le cas. Oui. Il y a l'ondulation juste ici, le métal noir, le côté gris argenté. Ça a l'air très fluide. Ça ressemble à ce qu'on a vu cette nuit-là. Ça occupe tout l'écran. C'est exactement ça. Ce truc est énorme. Tous ces témoignages qui concordent constituent une preuve des plus irréfutables. D'autant plus que les témoins ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Voilà un élément qui vient compléter le puzzle. Des sphères, une mystérieuse chaîne de lumière, un énorme objet en forme de V couvert d'ondes sont autant de phénomènes observés dans le ciel de Phoenix en mars 1997. Font-ils partie d'un même événement ou est-ce juste une coïncidence? À moins que ce ne soit une innovation technique classée secret défense. Il existe des engins qui correspondraient aux descriptions que vous avez recueillies. Je ne sais pas ce qui volait au-dessus de ma tête, mais j'avais l'impression que je pouvais le toucher du bout du doigt, tellement il volait bas. Et c'était complètement silencieux. Des images filmées le 13 mars 1997 montrent une étrange formation de lumière dans le ciel de Phoenix. De nombreux témoins auraient aussi vu des objets et des sphères planer dans le ciel de l'Arizona. Y a-t-il quelque chose dans cette région qui attire ces objets? Avec Jeff Woolwine, un ufologue, Pat se rend au pied des montagnes de White Tank. Elles sont criblées de pétroglyphes. Ces dessins ont été gravés dans la pierre par les Indiens Hohokam, un peuple indigène qui vécut en Amérique entre 200 avant Jésus-Christ et 1400 après Jésus-Christ, avant de disparaître mystérieusement. Je suis sûr que les Hohokam voyaient des choses dans le ciel, tout comme nous. Alors pourquoi pas d'étranges lumières? Ils n'avaient pas de caméra, mais ils avaient des blocs de pierre sur lesquels ils pouvaient graver des événements importants et qui devaient rester dans les mémoires. Ils voulaient les graver pour qu'on comprenne ce qui leur était arrivé. Pat et Jeff grimpent jusqu'à l'endroit où d'étranges pétroglyphes ont été découverts. Jeff lui indique un dessin qui lui paraît important. Vous voyez cette ligne ici? Il y a un bloc ici, là et là, en ligne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un altère. Les ovnis en forme d'altère comme celui-ci, filmés au-dessus de Phoenix le 24 janvier 2005, sont bien connus des chercheurs. On peut envisager qu'il y a près de 1000 ans, des tribus indigènes aient eu l'idée de graver leurs observations sur les rochers. Vous voulez dire des ovnis en forme d'altère? En forme d'altère, c'est ça. J'ai vu des glyphes très intéressants, mais il s'agit de l'interprétation de Jeff. On peut y voir le soleil ou une étoile, ou alors une lumière dans le ciel. Tout à fait. Les Hohokam ont très bien pu graver des ovnis, mais aussi un événement astronomique, comme des étoiles, des comètes ou je ne sais quoi. Ça reste une théorie, mais une théorie très intéressante. Les interprétations de Jeff restent subjectives, mais les experts missionnés par le gouvernement qui ont longtemps analysé les pétroglyphes n'arrivent pas à expliquer certains de ces dessins. Doc Talboys est le garde forestier du parc de White Tank. Il répertorie et cartographie les différents sites du parc régional en collaboration avec le Bureau de préservation du patrimoine de l'Arizona. Que pensez-vous des pétroglyphes de ces montagnes? Les Indiens Hohokam observaient vraiment le monde qui les entourait. C'étaient de grands observateurs des événements astronomiques et saisonniers. Ils nous ont laissé de remarquables dessins de ce qu'ils vivaient, tels qu'ils les voyaient. On a trouvé des dessins qui peuvent représenter des extraterrestres, des hommes portant des casques. Il y en a un en particulier
qui ressemble à une soucoupe volante propulsée par des flammes. Ce ne sont que de pures spéculations. On ne sait pas ce que c'est. Nous n'avons pas de pierre de Rosette ou tout autre moyen de traduire ce qu'ils ont voulu dire. Le mystère de ces pétroglyphes millénaires appartient à l'histoire. Et si la vérité sur les lumières de Phénix avait été étouffée intentionnellement? Bill et James se retrouvent près de Mesa, en Arizona, au musée commémoratif de l'armée de l'air. Ils ont rendez-vous avec un expert en aviation, Bill Scott, un auteur qui a enquêté sur des opérations aériennes classées secret défense pour le magazine Aviation Week. Les preuves qu'il a rassemblées pour écrire son article ressemblent de très près à ce qui a été vu dans le ciel de Phénix. Il avait une envergure de près de 1500 mètres et planait silencieusement. Les témoins disent que s'ils avaient cligné des yeux au décollage, ils ne l'auraient pas vu. Il avait la forme d'un boomerang. D'un boomerang? Oui, la forme d'un V. Vous avez fait de nombreuses recherches. Vous avez beaucoup écrit pour des revues d'aéronautique. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'est intéressé à de nombreux programmes classés secret défense, dont certains projets de flottabilité neutre. En d'autres termes, il s'agit d'aéronefs chargés d'hélium dans une coque rigide, d'où leur nom de dirigeable à coque rigide. Certains sont vraiment immenses. Leur envergure peut atteindre la taille d'un stade de football américain. Ils possèdent une forme triangulaire caractéristique que l'on peut assimiler à un boomerang. Le gouvernement n'a jamais divulgué aucune image ni aucun schéma de ces dirigeables. Si l'armée américaine utilise ce type d'aéronef géant, cela reste un secret. Ces dirigeables ont dû être développés pour des opérations des forces spéciales. L'avantage de tels engins, c'est qu'ils transportent une charge considérable. On peut y mettre une petite troupe de soldats avec tout son matériel. Quel est l'objectif de ces dirigeables? Est-ce qu'on nous révélera un jour l'existence de ces vaisseaux? Ils seront peut-être toujours gardés sous couvert. Tant qu'ils constituent un atout, on ne veut pas que ça s'ébruite. C'est le point de vue de l'armée. Même si ces dirigeables à coque rigide semblent correspondre à l'objet en forme de boomerang, quelque chose ne colle pas. Sa vitesse hallucinante ou sa surface ondulatoire ne correspondent pas. Les dirigeables à coque rigide ne présentent pas certaines des caractéristiques observées cette nuit-là, comme le clignotement ou la disparition soudaine. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je sais juste que l'armée détient des engins qui correspondent en partie aux descriptions que vous avez recueillies. Est-ce que des programmes militaires classés secret défense peuvent expliquer ce qui s'est passé en Arizona? Est-ce qu'une campagne de désinformation entoure ces histoires d'OVNI? L'ancien gouverneur de l'Arizona, Fife Symington, entre en scène pour s'expliquer une bonne fois pour toutes. Ce que j'ai vu venait d'un autre monde. Bill et James ont rendez-vous avec Fife Symington, gouverneur de l'Arizona, entre 1990 et 1997. Le 19 juin 1997, il organise une conférence de presse durant laquelle il promet qu'il diligentera une enquête sur les lumières de Phénix. Mais le même après-midi, lors d'une nouvelle conférence de presse, il fait venir son directeur de cabinet devant les journalistes, déguisé en extraterrestre. Aujourd'hui, Symington explique son geste. Le monde entier nous regardait. Il y avait le bureau d'information de Pékin, la BBC. Tout le monde nous est tombé dessus pour savoir ce qui s'était passé et ce qu'étaient les lumières de Phénix. Donc, mon équipe et moi-même avons décidé de parodier l'événement pour, comme qui dirait, détendre un peu l'atmosphère. Je ne voulais pas offenser qui que ce soit. Je voulais juste donner un peu de légèreté à un événement qui devenait trop médiatique. Ça allait trop loin. Ça devenait dément.
Vous avez répété que vous alliez suivre toutes les pistes qui se présentaient pour aller au fond de cette affaire qui a secoué Phoenix en mars 1997. Quelles sont les pistes dont vous avez parlé? Qu'ont-elles donné? J'ai demandé à mon cabinet de contacter le commandant de la base aérienne Newark Air Force, le ministre de l'Intérieur et le général qui est en charge de notre protection pour qu'ils enquêtent sur ce que c'était. Mais l'armée de l'air nous a complètement ignorés, sans nous donner de raison. Ils n'ont pas répondu, ils n'ont même pas dit qu'ils ne savaient rien. C'est ça. C'est inadmissible, ça ne se fait pas. Vous devez savoir ce qui traverse votre espace aérien. En tant que gouverneur, un silence est pire. Et on dit plus qu'un « on ne sait pas » ou « ce n'est rien ». En tant que gouverneur, je sais que je ne peux pas me taire face à la presse. Un silence, ça veut dire qu'on tait quelque chose. Pour la première fois, on est sûr que l'armée de l'air savait quelque chose, mais qu'elle refusait d'en parler. En 2006, le gouverneur Symington accepte une interview pour le documentaire de James, Out of the Blue. Ses commentaires font l'effet d'une bombe. Moi aussi, je l'ai vu dans le comté de Maricopa. Pilote et officier de l'armée de l'air à la retraite, il reconnaît avoir vu de ses yeux un vaisseau en forme de boomerang. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu le 13 mars 1997? J'ai vu un énorme vaisseau noir en forme de triangle. C'était gigantesque. Il était tellement grand qu'il était difficile d'en déterminer la vitesse. C'était vraiment étrange. C'était comme s'il était irisé, c'était stupéfiant. Je n'avais jamais vu d'objet volant aussi grand. J'ai vite compris que j'étais témoin de quelque chose de vraiment extraordinaire. Pourquoi faites-vous ces révélations? De l'eau a coulé sous les ponts, mais je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui m'en veulent d'avoir agi comme je l'ai fait. Vous m'offrez l'occasion de corriger le tir. Je ne suis plus gouverneur, juste un citoyen comme les autres, et je ne veux pas que ceux qui ont voté pour moi m'en veuillent, alors que maintenant, on est dans le même bateau. En tant qu'officier de l'armée de l'air et pilote, pensez-vous que le vaisseau que vous avez vu appartenait à l'armée ou que c'était un vaisseau extraterrestre ou quelque chose du genre? J'ai déjà dit que ce que j'avais vu venait d'un autre monde. Je ne pense pas que cela soit quelque chose que nous connaissions, que ce soit quelque chose d'humain. On peut dire que c'était extraterrestre, ou d'un autre monde en tout cas. C'était incroyable. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver une explication rationnelle à ce qu'on a vu. Pour ma part, je pense qu'un vaisseau extraterrestre a survolé la ville. Tous ceux qui l'ont vu sont d'accord là-dessus, même le gouverneur de l'Arizona. Il a dit lui-même que ça venait d'un autre monde. Je ne peux pas croire que des centaines de personnes à Phoenix soient crédules. Je me demande seulement ce que ça aurait pu être d'autre. Je pense que c'était bien réel. Ce n'était pas un mirage. Je pense que ce vaisseau avait un aérodynamisme sans pareil, qu'il était solide. Mais je pense surtout que ce vaisseau spatial triangulaire à flottabilité neutre était humain. L'expérience a prouvé que les lumières de Phoenix, filmées le 13 mars 1997, ne provenaient pas de fusées éclairantes conventionnelles. Les personnes qui l'ont observé dans tout l'Arizona restent convaincus d'avoir assisté à un événement extraordinaire. L'État de l'Arizona était-il le terrain d'essai d'une toute nouvelle technologie encore top secrète? Ou les témoins ont-ils vraiment vu un objet venu d'ailleurs?